ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs. Dans un instant, notre invité exceptionnel ce matin, il faut le dire, nous partons en Côte d'Ivoire, d'où nous attendons comme monsieur Vincent Toby Irié, ex-préfet d'Abidjan. Pour revenir un petit peu à l'actualité, il faut le dire, la présidentielle, je le disais tantôt, c'est dans 39 jours exactement à Abidjan. Les acteurs continuent donc de fourbir leurs armes et de peaufiner leur stratégie de combat. Dans la foulée, donc, une clameur surprise occupe l'opinion ivoirienne qui alimente le débat depuis maintenant 3 semaines, de la causerie de bistrot aux empoignades de plateaux de télévision. Son nom revient constamment, Vincent Toby Irié, le très populaire préfet d'Abidjan, gouvernant 2.0, donc a démissionné le 28 août dernier. Et sa candidature à la présidentielle, 72 heures seulement après son départ de la préfecture, a fait enfler donc la polémique autour de ce commis qui parcourt désormais la Côte d'Ivoire, un homme libre pour s'aimer donc la bonne parole. Pourquoi est-il parti de la préfecture d'Abidjan et quels sont ses nouveaux combats? Nous essayons de comprendre ce matin. Comment analyse-t-il le contexte politique de son pays? Dans un instant, sur Radio Espace en exclusivité, il va s'exprimer évidemment. Le temps, vous l'avez eu, mon cher Tamba, au téléphone, le préfet. Exactement, Vincent Toby Irié, un homme très courtois, ouais. Ça il faut le dire, qui prend la peine de décrocher, qui prend la peine de discuter avec vous. Lors de la préparation de cette émission, on a eu ces échanges-là et il n'y a pas eu de difficulté à le convaincre de vouloir communiquer chez nous. Il connaît la maison. Il a d'ailleurs idée de l'interview que nous avons eue avec Monsieur Guillaume Soro. Ouais. Très vite, il a donc accepté de prendre la parole ce matin. Mais qui est-il? On va le voir, bien entendu, de long à large dans cette interview qu'on va avoir avec lui. C'est un spécialiste de la gestion des conflits, de la résolution des conflits, qui a travaillé pour pas mal d'institutions internationales au niveau panafricain. Ouais. Plus de 40 pays visités où il a eu son intervention dans la résolution de conflits communautaires et même nationaux. Vincent Toby Irié, qui aura travaillé pour le NDA, le National Democratic Institute, et d'autres organisations internationales pour lesquelles il a travaillé avant de revenir en Côte d'Ivoire, bien sûr à la demande de Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko qui est aujourd'hui Premier ministre, demandant ainsi qu'il revienne. Sur cette base, il est fait préfet. Mais sa marque de fabrique, ce grand monsieur qui a eu tout ce parcours, c'est parler comme tout le monde, s'adresser à tout le monde, libre, dans un langage totalement banal, pas de gros mots comme on en a l'habitude. Il parle au Nouchi en Nouchi. Et aujourd'hui, lorsqu'il décide de partir, on va le voir avec lui, c'est bien de dire, la Côte d'Ivoire emprunte un chemin difficile. Il faut trouver quelqu'un qui puisse parler aux deux bords politiques, aux deux belligérants, et ça permettrait justement d'éviter à la Côte d'Ivoire, sa terre, un nouvel embrasement. Justement, et en direct ce matin sur Espace et sur Espace TV, Vincent Toby Irié en direct. Les grandes gueules. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour monsieur le préfet. L'ex-préfet, il faut le dire. Oui. Bonjour. Il est toujours préfet. Bienvenue. Monsieur le préfet Vincent Toby Irié, alors quand on dit préfet hors grade, moi ça me taraude un peu l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire préfet hors grade? Ça représente quoi au sein de l'armée? Qu'est-ce que ça veut dire hors grade? Oui, ce sont les différentes hiérarchies dans le corps préfectoral en Côte d'Ivoire. Vous avez grade 3, c'est le grade de sous-préfet. Vous avez grade 2, secrétaire général de préfecture. Et vous avez grade 1, le grade de préfet. Et hors grade, c'est le préfet qui est arrivé au bout de la chaîne d'évolution administrative. Donc, c'est, voilà, dans l'armée, ça équivaudrait à un général avec le nombre d'étoiles en fonction des pays. Bien. C'est la fin du grade dans le corps préfectoral. Le plus haut, disons simplement, le grade le plus élevé dans le corps préfectoral. Bien. C'est comme chez nous, les magistrats, ils ne sont pas hors hiérarchie. C'est-à-dire, ils sont au bout du tableau de l'évolution. Et les préfets hors grade, c'est cela.
Allez-y, Moussa Moïse. Monsieur le préfet, vous êtes un homme public très connu dans votre pays, ici aussi, mais ce qui a beaucoup plus attiré notre attention, c'est votre démission donc à la tête de la préfecture d'Abidjan. Monsieur le préfet, les raisons, qu'est-ce qui a bien pu vous pousser? Parce que on a appris quand même que vous étiez en odeur de sainteté avec Ahmed Bakayoko, avec les autorités, les premières autorités ivoiriennes. Qu'est-ce qui vous a donc poussé à mettre votre démission sur la table, monsieur le préfet? Merci beaucoup. J'ai commencé directement l'interview par vos questions sans même saluer tous les auditeurs de la Guinée et du monde qui vous suivent et qui font de votre chaîne une chaîne de renom. Donc, je voudrais rattraper cette erreur. Je salue tous les auditeurs, toutes les auditrices. Et pour répondre à votre question, j'ai déjà donné quelques éléments de réponse sur mon départ. J'estime que lorsque vous exercez une fonction, que vous l'ayez réussi ou pas, il y a un moment, il faut se mettre de côté, il faut laisser la place aux autres pour pouvoir poursuivre le travail en mieux peut-être que ce que vous avez fait. Et donc, j'ai eu une certaine expérience au niveau international des processus électoraux et des processus de crise, y compris la Guinée, ma patrie sœur. Et donc, j'estimais que je pouvais contribuer à toutes les activités de mon pays, à une autre responsabilité personnelle, sociale, au bas niveau de l'échelle, et pas forcément en tant que préfet. Sans langue de bois, monsieur le préfet, sans langue de bois, parce que vous ne faites pas dans la langue de bois, ne nous dites pas ce matin qu'il n'y a pas de corrélation entre votre démission et le 3e mandat en cours en Côte d'Ivoire. Je ne voudrais pas me prononcer vraiment sans décevoir vos auditeurs, je ne voudrais pas me prononcer sur cette question, mais je dis simplement qu'on peut servir. Je l'ai dit dans plusieurs chaînes, je suis un préfet qui suis en Côte d'Ivoire, mais j'ai eu une expérience internationale de 12 années dans 43 pays d'Afrique, y compris la Guinée, quand elle traversait une période assez difficile. Et donc, mon expérience en matière de processus de crise, de gestion, de gestion et d'anticipation sur les conflits, mais également de mise en place des processus de gouvernance, cette expérience, je pense, aurait été plus utile dans le rôle d'un citoyen ordinaire et dans le rôle d'un préfet où j'avais certaines restrictions administratives et politiques. Aujourd'hui, je me suis mis à l'écart de l'administration et je sensibilise dans les villages, je sensibilise les jeunes, je sensibilise aux notions des civils. Et c'est ce que j'ai fait pratiquement dans le monde. Et j'estime que c'est aussi un rôle utile. Monsieur le préfet, ça passe pas trop chez moi, comme on le dit dans le Nouchi là-bas. Vous êtes en train de faire, toujours dans le jargon Nouchi, malin ce matin. Quand même, le contexte est évocateur. Vous auriez pu démissionner avant toute cette histoire, au moment où le président Ado avait dit « je vais transmettre le flambeau à une nouvelle génération ». Vous ne l'avez pas fait. Vous avez attendu que la Côte d'Ivoire s'achemine vers ce processus de 3e mandat pour enfin mettre votre démission sur la table. Nous savons que vous êtes un homme de principe, vous avez des valeurs, vous avez une certaine éthique. Eh bien, dites-nous clairement que c'était pour être en harmonie avec votre conscience que vous avez rendu le tablier. Les grandes gueules. Bon, si vous tirez déjà les conclusions, mais moi je vous ai dit certaines raisons. C'est vrai que d'autres raisons vont être expliquées un peu plus tard, mais je vous ai dit certaines des raisons. Aujourd'hui en Guinée, moi je suis allé plusieurs fois en Guinée, il y a une jeunesse innovante, créatrice, forte, qui anime la vie et qui a besoin d'espace d'expression pour pouvoir contribuer totalement à l'émergence de la Guinée. Et ce sont des processus similaires partout en Afrique. Et même vous, là, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais rencontré en tant qu'animateur ou journaliste, mais je vois déjà comment vous êtes percutant dans vos questions. Donc vous aussi, vous contribuez à l'émergence de l'Afrique d'une certaine façon. Et je dis que les raisons que vous évoquez, qui ont été évoquées dans la presse nationale et internationale, sont des raisons sur lesquelles je vais peut-être revenir plus tard, mais pour l'instant, je disais que cette jeunesse, dont je fais en partie, je suis membre d'une certaine façon, peut contribuer, peut stabiliser, peut prêcher le langage de la paix et peut révéler au sein de nous, dans nos cœurs, notre capacité aussi à apporter quelque chose de positif à nos processus politiques, nos processus sociaux et à la stabilisation de nos pays. Donc restons un peu à ce niveau pour l'instant. On a contact, c'est sûr, si je n'ai pas déçu vos auditeurs, certainement un de ces jours, je serai invité encore et sur place en Guinée, où on pourra parler de beaucoup plus de choses aujourd'hui. Oui. Alors, on a envie de savoir, moi je voudrais vous ramener en arrière. C'est vrai qu'il y a la démission, mais lorsque vous avez été au service des autres pays que la Côte d'Ivoire, et puis vous décidez de rentrer finalement pour vous mettre au service de votre pays, donc du gouvernement, de l'administration en place,
quelles étaient les raisons fondamentales qui vous ont motivé à revenir? Quelle partition vous comptiez jouer dans cette Côte d'Ivoire qui s'achemine aujourd'hui vers une présidentielle, mais qui venait aussi de sortir d'une crise après la présidentielle de 2010? J'aime bien votre angle d'attaque parce que vous êtes très renseigné d'abord. Vous êtes très renseigné sur l'actualité d'une façon générale, sur l'actualité de Côte d'Ivoire. Et vous êtes renseigné sur quelqu'un d'anonyme comme moi qui suis loin de votre terre. Donc, merci d'abord pour votre esprit d'ouverture. Effectivement, j'ai travaillé dans le monde entier. J'ai travaillé à Haïti, j'ai travaillé en Australie, j'ai travaillé au Mexique dans un moment difficile. J'ai travaillé aux États-Unis, au Canada, dans pratiquement toute l'Europe de l'Ouest. Et j'ai travaillé dans 43 pays d'Afrique, sur l'ensemble des pays d'Afrique. Et j'ai travaillé dans les pays en processus de transition. Je commence d'abord par la Guinée, la patrie que j'adore. Ensuite, Somalie, Somaliland, Puntland, Libye, Afrique du Sud, Zimbabwe, RDC, Burundi, Rwanda, Sénégal. Donc, pour tout vous dire, j'ai travaillé dans l'ensemble de ces pays. Et à un moment de ma vie, je me suis dit, à quoi me sert cette expérience si je dois rester là, comme un travailleur international, évoluer de pays en pays, apporter des contributions qui ne sont pas toujours forcément écoutées par certains gouvernements. Pourquoi je ne rentrerai pas dans mon pays? C'est vrai que les conditions salariales seraient pas bonnes. Par exemple, en Côte d'Ivoire, je touche pratiquement 10 fois moins que ce que je touchais quand j'étais à l'international. Mais il n'y a rien de tel que de servir son pays et d'apporter une contribution, d'apporter un peu de lumière aux communautés qu'on est censé appuyer. Donc, sur la base de l'ensemble de cette expérience, je suis rentré. Et puis, ce que je vais ajouter maintenant comme détail, la première fois que je le dis en public, et je le dis pour toute la délicatesse que vous avez pour moi, le déclic est venu du président Obasanjo, avec qui j'ai travaillé pour certaines missions au Ghana. Allez, on l'a perdu. Oui. Monsieur le préfet, excusez-moi, ça s'est entrecoupé. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? À quel moment? Oui, allez-y. À quel moment on a été coupé? À quel moment on a été coupé? Quand je parlais, je ne sais pas. Voilà, le déclic. Oui, le déclic donc est venu du président Obasanjo, parce qu'à l'époque, je faisais des missions de médiation, des missions d'observation, et les chefs de mission, c'était des anciens chefs d'État ou des chefs d'État africains, notamment Kufou, Rawlings, Rupia Banda, le premier ministre mauricien, et le déclic est venu surtout d'Obasanjo, du président Obasanjo, qui un jour, à Johannesburg, alors qu'on était chez lui à l'hôtel, m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici à tourner partout? Ton pays est en transition, ton pays est en crise, ton pays sort de crise. Je crois que tu serais plus utile à ton pays en Côte d'Ivoire que ce que tu fais ici. Nous apprécions ce que tu fais, mais ce serait mieux si tu rentrais dans ton pays. Et on arrive, je vais dire, c'est pas possible. Mais ça m'a caraudé l'esprit. Et un jour, un aîné, un père que je respecte aussi, l'ex-président gambien, Rupia Banda, m'a reçu chez lui à domicile à Lusaka, en Zambie, et il m'a dit la même chose. J'étais encore une fois dans une mission, j'ai vu le président Gouan, nigérien, un ancien président Malawi, 4 présidents avec qui j'avais un petit déjeuner, 4 ex-présidents, qui m'ont dit la même chose. Je me suis dit, mais c'est pas une récurrence fortuite. Il faut peut-être que l'Afrique apprenne à valoriser sa terre au-delà des questions matérielles, qu'on vienne donner notre contribution. Et voilà comment je suis rentré au pays en mi-2014. Voilà. J'étais un peu long, je suis désolé. Alors, c'est une très belle histoire que vous nous racontez là. Mais dites-nous justement sur ce retour, à quel moment le Premier ministre Ahmed Bakayoko entre en jeu justement, parce que d'après les informations que nous avons pu glaner, il y est pour quelque chose, Monsieur Ahmed Bakayoko. Mais avant d'y répondre, Monsieur le Préfet, vous dites dans une interview accordée à nos confrères ivoiriens, pour l'honneur et pour le respect de ma conscience, j'ai décidé de démissionner. Dites-nous-en un peu plus. Quels aspects de votre conscience auraient été affectés si vous vous mainteniez à ce poste de préfet? Les grandes gueules. J'espère que vous avez déjà gagné des prix de journalisme à votre pays, parce que vous êtes très fort, vous êtes très délicat. Vous essayez de nous ramener à la question qu'on a discutée dès le début, et je vous ai dit qu'on aura le temps d'aller en profondeur. Donc, pour cette deuxième question, elle rejoint la première question par laquelle on a commencé l'interview. Je vous prierai peut-être de me donner l'opportunité de m'exprimer un jour, mais pour l'instant, tenons-nous aux explications que j'ai données tout à l'heure, que
il y avait un certain nombre de raisons techniques, mais l'une des raisons est celle que je vous ai donnée. Mais revenons un peu à Ahmed Bakayoko. J'aime écrire et j'ai fait des analyses, parce que c'était mon travail, je fais des analyses prospectives, des analyses sur les pays, sur les risques conflits, sur l'évolution des conflits, sur les programmations de l'évolution possible sur le plan politique et sociologique d'un pays. Et ça, je l'ai fait. C'était l'une des conditions. On parlait dans les pays tels que la Guinée et dit, écoutez, dans 4 ans, 5 ans, vous aurez tel type de problème, vous aurez tels avantages. Et donc, je fais beaucoup ces analyses pour des pays, dont pour la Côte d'Ivoire. Et j'avais déjà, donc j'écrivais beaucoup dans le journal national en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Fraternité Matin. Depuis 2010, j'écrivais dans ce journal. Et je crois que c'est là-bas que Ahmed Bakayoko a pu me remarquer, je ne sais pas, mais je ne le connais pas du tout. Je ne l'avais jamais rencontré physiquement, bien qu'il soit un homme très populaire, très présent dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Et un jour, on me dit, écoutez, j'étais en Afrique du Sud, c'est là-bas que j'étais basé. On me dit, je vais vous voir. Je n'avais jamais vu. Je prends mon avion, j'arrive à Abidjan, un premier contact. Et puis après, bon, il ne fait pas de sa volonté de travailler avec moi. Mais c'est bizarre, comme un ministre d'État, ministre de la Sécurité de l'Intérieur, il veut prendre à son cabinet quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qu'il n'a jamais rencontré. J'ai vu cela comme une marque de confiance. Je suis à la Canal Bourg sans discuter. J'ai déposé ma démission dans mon institution. Donc, j'étais déjà directeur de programme couvrant pratiquement toute l'Afrique. Et je suis rentré en Côte d'Ivoire. Je suis rentré en Côte d'Ivoire, si ma mémoire est bonne, je crois le 4 juin. Si ma mémoire est bonne, je crois au 4 juin. Le lendemain, à 8h, j'étais au bureau. On m'a dit, voici ton bureau. Je commence immédiatement. Et c'est comme ça que c'est parti. Je ne le connais pas. Mais M. Ahmed Bakayoko, dont vous parlez, je sais qu'il est très apprécié en Guinée, par la jeunesse guinéenne. Et c'est quelqu'un qui sait se trouver, quelqu'un qui n'a pas de préjugés sur les ethnies, les races, les régions. Lui, il cherche seulement l'efficacité et la contribution technique que vous avez. Comme il est ultra pragmatique dans ses approches de gestion, il cherche les personnes pour aider. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé. Et grâce à lui, grâce à son appui, grâce au président de la République de Côte d'Ivoire, je suis passé de conseiller à directeur du cabinet adjoint, directeur du cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, juste en quelques mois. Oui. Et puis après, donc voici ma relation avec Ahmed Bakayoko, qui est une relation également de respect, je dirais d'une certaine façon aussi de vénération pour un aîné, et une relation utile en termes de production. Voilà, voici un peu ce qui se passe. Bien. Monsieur Vincent Taubirier, l'ex-préfet d'Abidjan, en exclusivité ce matin sur Radio Espace et dans les grandes gueules sur Radio Espace. Allez-y, Antoine Kourouba. Monsieur le préfet, vous écoutez, c'est vrai, vous êtes séduisant dans les propos, vous faites beaucoup dans la diversion, c'est bien, mais moi j'ai envie qu'on parle un peu de votre départ de la préfecture. Vous avez été le préfet d'Abidjan le plus séduisant, mais vous partez, on apprend que vous avez été candidat à la présidentielle. Comment vous nous expliquez cela? Vous quittez votre fonction de préfet et vous vous retrouvez candidat pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Dites-nous que ce n'est pas vous qui avez déposé la candidature ce matin. Oui, non, ça je l'ai déjà dit, je le répète. Et je le répète à l'envi, je le répète indéfiniment. Ces jeunes qui ont déposé ne sont pas, selon eux, ne sont pas allés faire acte de candidature. Ils disent que la Côte d'Ivoire est à un niveau délicat. Ils disent qu'il y a apparemment une crise de génération et qu'ils voudraient montrer à l'opinion publique nationale et internationale qu'il y a des jeunes qui ont des valeurs qu'on doit pouvoir promouvoir. Donc, ils ne sont pas allés déposer 13 éléments nécessaires par la CEI. Ils n'ont déposé que mes pièces administratives qui leur ont été données par quelqu'un de très proche de moi à mon insu. Et donc, c'est comme ça que ces jeunes se sont retrouvés et ils l'ont dit plusieurs fois qu'ils ne sont pas venus déposer une candidature. Ils sont venus crier l'importance d'une succession utile de générations. En Guinée, je ne connais pas vos âges, monsieur, autour de la table actuellement, mais je vois le niveau de culture que vous avez, même pour des pays qui ne sont pas directement les vôtres. Donc, vous aussi, vous avez des contributions dans votre pays. Et même l'émission que vous avez, Grande Gueule, il y a déjà même un risque que vous prenez d'information de façon ouverte. Et donc, tout le monde a une contribution. Ces jeunes ont dit, voici ce qu'on voulait faire. Mais écoutez, je vous ai dit, je n'ai fait qu'élection pendant de nombreuses années de ma vie. Quand je dis élection, c'est les aspects, les rédactions de constitution, l'élaboration des lois, l'accompagnement technique des processus électoraux, les discussions pour retrouver le consensus, l'observation, les aspects du contentieux et tout le processus pour pouvoir stabiliser les pays. Vous n'avez pas imaginé qu'avec cette expérience que j'ai faite avec les Nations Unies, avec les organisations bilatérales, les plus grandes organisations bilatérales et multilatérales du monde, c'est un beau jour
Monsieur le préfet, on est bientôt dans la période de campagne électorale en Côte d'Ivoire. Dites-nous votre regard sur les tensions qui commencent déjà à naître dans ce processus électoral. Comment est-ce que vous observez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire par rapport aux élections prochaines? Je réserve mon avis maintenant de technicien, du travail que j'ai fait quand j'étais à l'international. Et je réserve mon avis de technicien et je dis que la construction d'une nation est un processus. La construction d'un pays est un processus. La Côte d'Ivoire est un pays post-conflit. Et tous les pays post-conflit ont des risques de rechute si certains principes ne sont pas observés. D'ailleurs, vous le savez, je l'ai dit, dans la typologie des conflits, après une crise grave, dans les 2 ou 4 ans qui suivent une crise grave, il y a une rechute de crise. Et la Côte d'Ivoire n'a pas eu de rechute depuis 2011, mais il y a eu quand même des moments de secousses sécuritaires et de relatives turbulences politiques. Donc la Côte d'Ivoire s'est bien relevée économiquement et sur beaucoup d'autres aspects. Et aujourd'hui, je dis, si on a un regard de peur, s'il y a une psychose, s'il y a une négation de ce qui se fait, on ne bâtira pas la démocratie. Nous demandons plutôt que toutes les étapes soient observées avec délicatesse, que tous les acteurs qui sont impliqués, qu'ils soient de l'opposition ou du parti au pouvoir, ou même de la société civile des populations, mais également vous, la presse qui joue un rôle fondamental d'éclairer les populations, tout le monde doit se mettre et éviter les discours de haine. Nous avons connu des déchirements, comme vous en Guinée. Peut-être nous à une échelle plus grande. Nous avons connu des haines, comme vous. Nous avons des conflits latents, comme vous. Et ça existe dans beaucoup de... Oui, monsieur le préfet, si vous permettez, je veux placer ça. On comprend bien ce message, cet appel à la retenue, à la responsabilité. Mais dans le contexte ivoirien, où on assiste de plus en plus à une démarche d'exclusion. Laurent Gbagbo ne sera pas candidat si rien n'est fait. Même chose pour Guillaume Soro. Il y en a plusieurs sur une quarantaine. On se retrouve avec seulement 4 candidats. Comment justement est-ce qu'on peut parvenir à cet idéal de paix dans une société qui exclut certains de ces éléments les plus importants? Et aussi, vous allez embrayer justement avec la situation guinéenne. Comment la voyez-vous, vous qui êtes expert de ce domaine? Comment projetez-vous la Guinée au-delà de la date du 18 octobre prochain, date de la présidentielle guinéenne? Vous et moi, on dit la même chose, monsieur. Vous et moi, on dit la même chose. Il y a une délicatesse. Vous savez, vous et moi, on dit la même chose. C'est pour cette raison que vous avez un balai diplomatique en Côte d'Ivoire. Vous avez les Nations Unies, l'Union européenne, la CEDEAO, l'Union africaine et toutes les organisations. Je tiens ici la Côte d'Ivoire pour pouvoir trouver le consensus. Nous sommes habitués à ce genre de discussion en Côte d'Ivoire. Il y a eu une crise ici très forte. Vous-même, vous avez contribué, votre pays a fortement contribué à stabiliser la Côte d'Ivoire. Et je dis comme vous qu'aujourd'hui, vous, nos frères, nos voisins, vous êtes inquiets. Donc imaginez certaines populations ici. Mais ce sont des inquiétudes qu'il faut dissiper. Pour moi, tout est encore possible. Tout peut s'arranger pour que l'ensemble de la classe politique puisse se réconcilier. En ce qui concerne la Guinée, de la même façon que vous vous inquiétez pour la Côte d'Ivoire, de la même façon. Et moi, particulièrement, je vous dis, j'ai mon cœur en Guinée parce que quand vous étiez dans les moments difficiles de transition militaire, j'étais là, j'étais l'adjoint au chef de mission d'une mission là-bas. Et quand je regarde, je me dis, il y a une force dans le cœur des Guinéens qui fait que les lignes rouges ne doivent jamais être franchies. C'est la ligne de la déstabilisation, c'est la ligne du désordre. Et ce qu'on fait pour la Côte d'Ivoire, ce qu'on pense pour la Côte d'Ivoire, doit être également ce qu'on pense pour la Guinée. Il faut arriver à un moment, à un niveau d'élévation. Quand je dis cela, je le répète, c'est la population, ce sont les partis politiques. Il faut arriver à un moment à regarder qu'est-ce qui peut aller dans l'intérêt de notre pays et qu'est-ce qui peut nous permettre d'avoir le meilleur consensus possible pour stabiliser. Les autres pays avancent. On a eu quand même une relative crise, évolution économique. Quand je regarde la Guinée en 2012, elle n'est pas la Guinée. En 2011, pardon, elle n'est pas la Guinée d'aujourd'hui. Elle a fait des progrès économiques. Elle a fait des progrès en infrastructure. Idem pour la Côte d'Ivoire. Allons-nous détruire tout cela à quel moment nous avons des divergences politiques? Je dis non. Et c'est pourquoi, justement, je vous l'ai dit tantôt, que je suis parti pour parler comme ça, comme je vous parle actuellement, à toutes les classes politiques, à toutes les classes d'âge, pour dire attention, nous venons de loin. Chose que je ne pouvais pas faire, parce que je n'aurais pas eu mandat à ce titre si j'étais encore dans les habits de préfet. Donc je dis, que ce soit pour la Guinée, que ce soit pour la Côte d'Ivoire, que ce soit pour le Zimbabwe, que ce soit pour n'importe quelle processus de transition, faisons attention, préservons l'essentiel, la stabilité et le bonheur de nos peuples en Afrique.
Monsieur le préfet, on vous a vu descendre sur le terrain lors des périodes d'inondation à Abidjan. Vous êtes allé parler aux vrais gens, comme on les appelle ici, au peuple. Vous êtes allé leur parler dans la langue qu'ils comprennent. Quand vous êtes une personnalité aussi surmédiatisée, quand vous vous adressez à tout le monde, au-delà des frontières de votre pays, monsieur le préfet, on ne fait pas tout ça pour rien. Est-ce que quand vous vous mirez, vous dites, moi, Vincent Toyibi Irié, demain à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, ce n'est pas exclu, ça fait partie de mes ambitions. Bon, j'ai été dans tous les faubourgs, dans tous les bas quartiers. Et c'est la mission bien préférée. Il faut. Allez, quelques petits sujets. Oui, allez-y, monsieur le préfet, ça s'est coupé? Oui, on n'est pas à un poste de responsabilité comme le mien. Ouais. Il faut juste s'enorgueillir et se vautrer dans son fauteuil et recevoir des populations de toutes les faveurs. C'est à nous d'aller vers les populations. Ouais. Si nous avons des politiques sociales, des politiques publiques, des politiques de développement, il faut les porter à la population. Il faut descendre. Et je demande à tous les administrateurs territoriaux, provinciaux, de descendre. Ouais. C'est la meilleure façon de communiquer avec la population. C'est la meilleure façon de faire savoir ce que le gouvernement fait. Et c'est la meilleure façon même de stabiliser nos contrées. Il pleut. Pourquoi vous voulez que je reste à mon bureau pour dire aux populations ne sortez pas, Ouais. pour dire aux populations de tel bafou, écoutez, la pluviométrie qui est annoncée Oui. de 200 mm de pluie. Alors, allez. Les envois qui ont emporté, c'est tout à fait. Je dis ça, et malheureusement, en Afrique, et ça c'est dommage, c'est les passifs qu'on a. À force de toujours regarder ce que les autres font, d'un œil suspect, tout le monde a peur de produits. Justement. La production philanthropique, caritative, gratuite. Même vous, autour de la table des journalistes, je suis convaincu que dans vos rédactions, certains de vos collègues vous disent c'est pas possible, c'est suspect ce qu'il fait. Peut-être qu'il veut prendre la place du patron du journal, peut-être qu'il veut se positionner. Il y a toujours ce sentiment. Ouais. aucune ambition. Aucune ambition présidentielle. Pour l'instant, vous n'en avez pas. Si nous nous en tenons à la négativité des critiques, des regards, on va faire stagner l'Afrique. Il faut que vous, je ne sais pas, autour de la table, si dans votre quartier, vous sentez qu'un caniveau est bouché, mais allez le déboucher, vous n'avez pas dû attendre le gouvernement. Si vous sentez qu'il y a des saletés qui peuvent apporter des maladies, allez le faire. C'est vraiment un service. Moi, je le fais dans le cadre du service public, et ça reflète ma vie privée, et peut-être qu'il est important de vous le dire. Je ne sais pas comment le système éducatif chez vous en Guinée est organisé, mais moi, j'ai souffert. Je suis un enfant du bas-fond. Je suis un enfant de la misère. Mes parents étaient dignes, mais très, très misérables. Je ne mangeais pas. Je peux faire une semaine sans manger. J'ai encore sur mon corps des traces de quelqu'un qui s'est évanoui de faim, de moi. Et donc, je ne peux pas arriver à ce niveau de responsabilité. Acquérir cette expérience internationale et puis vivre comme quelqu'un qui est comme un parvenu. Non, je dois payer à ma communauté toutes les grâces que Dieu m'a données d'avancer, de faire des études, de visiter pratiquement le monde entier et de revenir. Et c'est ce qu'on fait, allez. Pourquoi? Mais si demain, je l'ai dit la dernière fois, donc vous savez que vous limitez vos ambitions, vous dites, bon, je suis un journaliste connu, je suis là, c'est bon. Vous n'avez pas idée un jour de créer votre chaîne de télévision, votre chaîne de radio, un jour d'influencer d'une certaine façon, un jour de former des jeunes d'Afrique, des jeunes de Guinée, sur l'art de la communication, de conduire des processus. Mais tout le monde, je veux dire, c'est dangereux. Et c'est parce que, je pense, c'est parce que nous avons cloîtré la politique, nous l'avons circonscrite à un certain nombre d'individus qui ont des problèmes. Aujourd'hui, peut-être, il y a des gens de valeur comme vous, des gens de force morale, de force mentale. Il y a des gens qui ont vraiment l'amour du peuple, qui ont envie de contribuer, mais qui regardent la politique comme un champ sale, réservé aux incompétents, aux fourbes, aux malhonnêtes. Donc, ils se retirent de la politique. Toute l'élite africaine aujourd'hui est loin. Mais ceux qui sont en politique, c'est eux qui font les lois. C'est eux qui décident de quelle air vous allez respirer demain, quelle voiture vous allez conduire. Ça, c'est vrai. Vous devez conduire. Ouais. Mais pourquoi vous n'investissez pas? Pourquoi tous ceux qui ont quelque chose n'investissent pas? Et puis, investir en politique, ça ne veut pas dire à prendre la bannière d'un parti. C'est souvent de dire, voilà, ça ne va pas ici. C'est souvent de dire, écoutez, le gouvernement a une politique, mettons-nous là-bas. Mais pas de quitter, vous avez déserté. Nous tous, on a déserté la vie politique. Et maintenant, certaines personnes qui n'ont aucune capacité, qui sont installées et dirigent les États. Dirigent en termes de communauté, en termes de communes. Ils sont à la tête de certaines structures, ou alors de certains syndicats, de certains groupements, de certaines mutuelles. Et ils dirigent comme vous ne voulez pas. Ouais. Donc, nous sommes tous dans la critique. Et il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Et la façon d'éviter ça, c'est de ne pas faire pendre une suspicion sur toute initiative qu'on fait. Je suis un fonctionnaire payé pour faire un travail.
Et on me reproche de faire ce travail-là. Vous ne trouvez pas quand même assez paradoxal? Laissez libérer les énergies. Il y a des jeunes en Guinée qui peuvent créer des startups, qui en ont déjà créé, qui ont cette capacité d'apporter des solutions aux communautés à des prix souvent zéro, avec des profits vraiment minimes. Mais ils ont cette capacité. Mais dès qu'il y a cette paysanteur de suspicion de qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il cherche, et qu'on bloque l'accès au crédit pour ces jeunes, et qu'on bloque l'accès à l'appui pour ces jeunes, on tue carrément nos communautés et on reste tous en bas. Donc, en conclusion, évitons cette propension de nous les Africains. Nous sommes des frères. À nous tirer vers le bas. Parce qu'on aime. Bien. Quelqu'un qui monte, il faut vite le tirer. Il faut qu'il nous rejoigne. Il faut qu'il soit à la base. Mais on n'avance pas avec ça. En Europe, on félicite ceux qui vont plus haut. On les accompagne. Chez nous, on tire. Non, c'est pas bon. Il y a un agenda derrière. Mais si quelqu'un a une ambition, ça pose quel problème? Au contraire, le monde, c'est sur la base des ambitions. On a eu envie d'aller plus loin, de voler, d'aller sur Mars, d'aller sur la Lune. On a eu envie aujourd'hui de nous parler pendant que vous êtes assis là-bas. En Guinée, moi je suis en Côte d'Ivoire, on se parle. Vos auditeurs disent enfin là, ce sont des gens qui ont une ambition. Ce sont des gens qui ont rêvé. Laissez place aux rêves de la jeunesse, aux personnes du troisième âge, aux femmes, aux jeunes en Afrique, pour qu'on avance. Arrêtons les suspicions qui ne nous avancent pas. Bien. Merci beaucoup, monsieur le préfet. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission Les Grandes Gueules. Merci beaucoup. Et on espère vous avoir évidemment en interview, cette fois-ci sur le terrain du côté d'Abidjan. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vos auditeurs et à vos auditrices. Voilà. On a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Demain, on va se retrouver pour d'autres numéros, évidemment, des Grandes Gueules. Grand merci à Prince Diallo à la réalisation, à Mafata Sanou, à Steve Le Guinéen Camara, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, et à tous nos techniciens à la région. Dans un instant, sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec la rédaction, le 20h, avec l'équipe de Moussa Moïse Silla, Jacques Lewalino, et sur Radio Espace, c'est Arnaud Béché qui vous retrouvez pour Zik. Laissez passer la matinée. À demain. Au revoir.